Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence sur bien concevoir ses composants, les bases d'un design système évolutif. Je suis Stéphanie Velter, je suis UX Researcher et Product Designer, je vis et travaille au Luxembourg et c'est d'ailleurs là où j'enregistre cette conf aujourd'hui. Je suis spécialisée en mobile et surtout en interface métier, à savoir des produits et des services conçus plutôt pour des utilisateurs internes, pour des business et des systèmes un petit peu compliqués. Donc pour designer un design système évolutif, on veut bien sûr, la première chose, c'est des composants réutilisables. Tout commence pour moi par l'architecture d'information. En général, avant de designer le moindre composant, je reviens à la source et je commence par modéliser les contenus de mes interfaces. Avant, je faisais ça sur un mur de post-it. Donc j'ai découvert cette technique durant un workshop de Karen McGran qui a écrit le livre... un livre sur l'architecture mobile, mais ça peut se prêter à pas mal d'autres choses, dont l'architecture classique. Donc en ce moment, vu que on est un peu en remote, ça se passe sur Miro en collaboration avec mon équipe. Le fond reste le même. Donc je fais une liste avec mes types de contenus de haut niveau, par exemple. Pour donner un exemple un peu simple, sur un site de recettes de cuisine, on pourrait imaginer comme type de contenu qu'on aurait des recettes, on aurait des auteurs, à un moment donné on a peut-être des ingrédients, on va peut-être avoir des ustensiles. Et donc pour chacun de ces types de contenus, je vais essayer de comprendre en fait de quoi sera composé ce type de contenu. Donc je vais lister grosso modo tout ce qui fera qu'une recette est une recette. Un titre, une image, des étapes, un résumé, une catégorie, combien de personnes, quelle est la note de la recette. Donc généralement je finis avec une espèce de liste de plein de choses que je vais pouvoir mettre dans ma recette de cuisine. Du coup, j'ai aussi tendance des fois à lister les interactions entre mes différents types de composants. Parce que parfois, quand vous avez des interactions, ça risque aussi de changer les états du composant. On peut avoir des composants en lecture seule, où on va juste avoir un lien ou un clic, et puis parfois on va plutôt avoir des composants en mode d'édition, dont le contenu va un petit peu changer du mode lecture seule. Ensuite, en fait, c'est un gros exercice de trait de carte, pour ceux qui connaissent ce que c'est, pour classer et prioriser tous les petits attributs de mes contenus. Donc quand on creuse un peu, on se rend compte qu'une grosse partie de nos sites fonctionne sur un modèle assez classique de résumé vers détail. Et qu'une grosse partie des pages de nos sites sont soit des listes de résumés, soit des pages de détail. Un blog, c'est une liste de résumés d'articles qui mène à un article qui est le détail. Un site e-commerce, c'est une liste de résumés de produits qui mène vers une fiche de produit qui est le détail. On pourrait même argumenter qu'un panier, c'est généralement une liste de résumés de produits, et quand vous cliquez sur le produit, en général, ça vous renvoie vers la fiche détail. Une application d'email, une liste de résumés d'email qui mène vers un email en détail. Donc j'ai pas besoin de continuer, mais des exemples comme ça, je pourrais vous en donner énormément. Donc, en général, une fois que j'ai ma grosse liste de tout ce qui va être à l'intérieur de mon type de contenu, je vais prioriser du plus important en haut au moins important en bas. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire cet exercice sur un mur avec une liste de post-it, parce que c'est vrai que du coup, c'est très 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 visuel. Mais bon, Miro, ça marche aussi. Donc, à partir de là, en fait, j'ai une bonne base. Tout ce qui se trouve en haut de ma liste, c'est ce qui va permettre à mon utilisatrice, mon utilisateur de prendre des décisions. Donc c'est ce genre de choses qu'on va utiliser pour faire un composant de type résumé. Par exemple, dans ma recette de cuisine, je vais mettre les photos, je vais mettre les catégories, je vais mettre les titres. Tout ça, ça sera l'espèce d'aperçu que vous allez avoir sur une page de résultats de recherche. Plus je descends bas dans la hiérarchie, plus je vais créer des composants avec beaucoup de données. Et à la fin, toute ma structure, ça va me permettre bien sûr de créer la page détaillée. Le truc pratique avec cette technique, c'est que non seulement ça me permet de designer des composants en sortant certains attributs, mais ça me permet aussi de faire du responsive web design. En général, sur mobile, on se rend assez vite compte que on va avoir une grosse colonne de contenu. Donc là, j'ai déjà plus ou moins ma structure et mes hiérarchies de contenu, que ce soit pour du mobile ou pour du plus grand écran. Donc on décide bien sûr pas arbitrairement de ce qui sera le plus ou moins important, mais on décide en fonction des données collectées lors de notre recherche utilisateur. C'est quelque chose qui se fait aussi en équipe, où on va peut-être avoir le business ou le marketing qui va pouvoir vouloir influencer les choix. Donc c'est là où généralement, si l'équipe n'est pas d'accord, c'est souvent qu'on a quelque chose à creuser côté utilisateur-utilisatrice. Si tout le monde n'est pas ok pour dire ce contenu c'est le plus important, il y a peut-être plus d'arguments à apporter, ou peut-être une recherche à faire pour comprendre est-ce que on est en train de prendre les bons choix en termes de décision d'architecture d'information. Ok, je vais prendre un exemple concret sur un projet sur lequel je travaille, avec l'autorisation de mon client bien sûr, sur un site un petit peu plus complexe qu'un site de recettes de cuisine. Je travaille dans l'univers bancaire. Donc dans mon site, j'ai un
types de contenus qui sont des opérations financières. Donc je vais bien sûr avoir une page opération. Je vais avoir besoin, à un moment donné, d'avoir des éléments, un composant de navigation, qu'on va appeler chez nous Entity Link Item, qui va me permettre de lister mes opérations à différents endroits dans l'interface et d'envoyer mes utilisatrices, mes utilisateurs vers le détail de cette opération. Donc le modèle de contenu de mon opération est très compliqué. Là je vous ai juste mis un tout petit bout. Il est tellement compliqué que dans ma priorisation, en fait, je vais pouvoir aussi me servir de cette priorisation pour découper l'opération en pages et surtout en sous-pages, parce qu'on va pas pouvoir mettre tous les contenus sur une seule page. Donc, à partir de ma priorisation, je vous ai dit, je vais garder les contenus qui sont souvent ceux qui sont en haut pour faire ma version miniature de mon composant. Donc, à droite sur mon écran, vous avez mon composant Entity List Item qui est composé d'une icône, du nom, donc du nom de l'opération, et d'un identifiant qui a une nomenclature très spécifique. Et quand on clique dessus, du coup, ça va ouvrir l'opération. À partir de là, je me pose souvent la question, est-ce qu'il va exister des variations qui pourraient utiliser le même composant ? Donc, dans mon interface, en fait, en vrai, j'ai 4 types de contenus qui vont être liés. J'ai mes opérations, mais j'ai aussi des contrats, j'ai des contreparties financières et j'ai quelque part des documents. Et si je prends le modèle de contenu, donc là, encore une fois, je voulais simplifier pour que ça prenne pas trop de place sur l'écran, mais on se rend compte qu'il y a des similitudes, que ce soit les opérations, les contrats, les contreparties et les documents, elles fonctionnent toutes plus ou moins de la même façon. On a toujours un nom et on a toujours une clé unique d'identification. Donc au final, en fait, on pourrait utiliser le même composant avec des variations. Donc à droite de mon écran, j'ai mon composant Entity Link Item qui a été décliné non seulement pour les opérations, mais aussi pour les contrats, pour les contreparties et pour les documents, avec exactement la même structure de données. On a 4 variations. Ok. Est-ce que ce composant peut être utilisé dans différents contextes ou différents modules ? C'est la question que je vais me poser ensuite. Donc sur mon site, en fait, je vous disais, cet Entity Link, c'est un item de navigation. Donc il y a plein d'endroits où il va être réutilisé. Donc par exemple sur la page d'accueil, on a ce système un peu à la WordPress où on a des widgets et les utilisatrices et utilisateurs peuvent mettre en favori certains éléments. Du coup on a des widgets avec leurs bookmarks, donc leurs favoris sur la page d'accueil. Donc ça c'est un endroit où ça va être utilisé. On a une recherche sur la page d'accueil qui est une grosse recherche gigantesque qui prend quasiment la moitié de la page parce que la première chose que les gens font en fait quand ils rentrent dans notre système, c'est ils cherchent pour une opération ou un contrat. Donc du coup on se dit sur la page d'accueil ça va être le point d'entrée. Donc là encore je vais utiliser exactement le même composant d'Entity Link. La subtilité, c'est que la recherche, bien sûr, elle est aussi présente à l'intérieur de toutes les pages. Donc cette recherche, je l'ai dans le header. Donc en dessous de mon écran, on a la version de la recherche, mais en version petite. Donc ça veut dire que je vais encore avoir une variation de mon composant maintenant. Donc j'avais un composant que je déclinais en 4 variations, et maintenant, en plus d'avoir 4 variations, j'ai pour chacune de ces variations, j'ai 2 tailles. Donc ça commence à faire pas mal en fait. J'ai 8 variations, grosso modo, de même composant. En vrai, ce que je viens de vous décrire de manière linéaire, parce que le temps passe linéairement et c'est comme ça qu'on fait une conférence, c'est plus un processus itératif. Donc tout ce qui est variation et similarité, c'est des choses en fait sur lesquelles on va boucler et auxquelles on va plus ou moins réfléchir en même temps. Donc, j'ai encore d'autres choses que je vais pouvoir étendre sur mon composant. Mon composant Entity Link, il va être utilisé aussi sur les résultats de recherche. Donc les résultats de recherche, c'est quoi ? C'est encore une fois une liste d'opérations, de contrats, de counterparts ou de documents. Donc l'Entity Link, ça a du sens de l'utiliser. Mais on s'est rendu compte en faisant de la recherche que nos utilisatrices et nos utilisateurs attendent quand même un tout petit peu plus de contenu dans ce composant-là pour leur permettre de décider si c'est la bonne opération ou pas sur laquelle il va falloir cliquer. Donc ici, en fait, vous avez en haut le modèle de contenu de base avec l'icône, le nom et l'identifiant. Et en plus, on l'a étendu en ajoutant quelques-uns des autres attributs. Donc par exemple, pour l'opération, on peut avoir le statut, le progrès, on peut avoir des dates d'une signature pour les contrats, ce genre de choses. Du coup, j'ai mon Entity Link qui existe en 4 variations de taille, plus encore maintenant une deuxième variation qui va être la version résultat de recherche, où je peux ou ne peux pas avoir à droite du coup ce qu'on appelle des chips, nous sur Material UI, et en plus je vais avoir quelques petites subtilités en plus sur l'opération, le contrat. Donc après, en vrai, on a encore d'autres variations de ça, je vais m'arrêter là, je vais pas vous montrer toutes les variations du système, mais c'est pour vous dire que grosso modo, en fait, avec un seul composant méga flexible, sur lequel on va pouvoir ajouter ou retirer certains attributs, on va pouvoir faire énormément de choses. Bien sûr, ce travail se fait pas en silo, mais directement en collaboration avec mon équipe de développement.
Donc on discute pas mal avec cette équipe sur tout ce qui est les types de composants, sur le côté technique, sur la faisabilité technique. On discute aussi énormément avec le côté business, parce que c'est des choses qui sont un petit peu compliquées avec des règles business. Mais généralement, entre le moment où on a cette discussion aujourd'hui et le moment où le composant sera développé, peut-être dans 3 semaines, peut-être dans un mois, quand les équipes de développement vont voir le ticket Jira, il va se passer beaucoup de choses. Donc du coup, les équipes de développement ont peut-être pas forcément en tête tout ça. Donc au final, aujourd'hui, je me rends compte que pour ce type de composants méga compliqués, je vais documenter énormément de choses. Je vais documenter la version par défaut, je vais documenter les variations, et ici, je vous ai mis un screenshot plus ou moins de notre documentation design system, où en haut, j'ai remis ce modèle de contenu qui, d'après mon développeur, l'a énormément aidé du coup à construire le composant. Parce que du coup, lui, il voit en un seul coup d'œil toutes les possibilités et une espèce de matrice de toutes les variations, ce qui lui permet ensuite de faire du code assez flexible. Et donc, qu'est-ce que ça donne avec tout ce travail sur le modèle de contenu? Au final, on a un composant unique, où on a le type d'icône, le nom, une zone d'attribut 1 en bas à gauche, et une deuxième zone de metadata qu'on va utiliser pour des chips pour le moment. Donc j'ai un composant qui est capable de se stretcher et de faire plusieurs choses avec tout ça. Donc j'ai la version petite, j'ai la version grande, et j'ai les différentes variations ici dans mon design system. Ok, c'est bien sympa en termes de design. Comment est-ce qu'on gère les variations d'un point de vue technique? Alors dans mon exemple, j'ai deux versions, j'ai medium et small pour en avoir une troisième. Pour la version small, on pourrait se dire on va pouvoir le faire en utilisant une technique de responsive web design. On pourrait dire on utilise des media queries pour gérer les variations. Si l'écran ou si le navigateur est plus grand que tel tant et tant de pixels, je prends la version small. Si l'écran ou le navigateur est plus grand ou plus petit que tant et tant de pixels, je prends la version medium. Donc ça c'est ce qu'on faisait jusque-là plus ou moins. Il y a un nouveau petit truc super sympa qui arrive en CSS qui s'appelle les container queries. Les container queries vont pousser la modularité un cran plus loin. Donc au lieu d'adapter un composant en fonction de la taille du navigateur, on va pouvoir l'adapter en fonction de la taille du container. Ce qui veut dire que grosso modo, le même composant, qui soit sur ma page d'accueil avec la recherche en plein écran ou en tout petit en haut dans la recherche sur le côté sur une page interne, en fait ça va être le même composant et je vais juste écrire du CSS conditionnel qui va dire si le container, donc si le parent de ce composant est plus grand que cette taille-là, je vais faire ça, sinon je vais faire ça. Donc ça fait des années qu'on veut des container queries, c'est pour ça que je suis méga contente, ça vient la spécification. Encore un cours de développement, ça arrive bientôt, vous pouvez regarder, je pense que dans les prochaines semaines vous allez voir Twitter et LinkedIn pulluler de 150 000 articles sur les container queries parce qu'on peut faire pas mal de trucs. Donc aujourd'hui si vous voulez jouer avec, vous pouvez l'activer dans Canary sous un flag. Si jamais vous voulez des liens, n'hésitez pas à me ping, je vais pouvoir vous envoyer plein de liens sur comment utiliser les container queries aujourd'hui. Mais donc c'est encore à l'essai. Donc si vraiment vous voulez utiliser ça en production, ce qu'on fait nous et là, c'est on utilise du JavaScript. Donc on utilise Resize Observer. Donc ici, à droite de mon écran, j'ai une carte. À gauche, j'ai un calendrier. Et donc je m'amuse à changer la taille de la partie de droite et la partie de gauche. Et puis vous voyez ici en fait, le composant en fait, sa mise en page, donc que ce soit sa taille ou la taille de police ou le layout complet, en fait est capable de s'adapter directement en fonction du container. Donc ça aujourd'hui ça se fait, mais ça se fait en JavaScript et demain on va pouvoir le faire avec Container Queries en CSS. En attendant, on peut faire plein de choses en CSS pour avoir des composants super flexibles. On peut utiliser Flexbox, Grid Layout, on peut utiliser Clamp pour ce genre de trucs. Donc je vous encourage à chercher Media Queries sans Responsive Web Design, sans Media Queries si vous êtes curieuse et curieux de ce genre de technique. Du coup, Geoffrey Craft s'est amusé à prendre un exemple que j'avais fait pour un site de recettes de cuisine. Et donc là, ce qu'il faut comprendre dans la démo que je vais vous lancer à droite, c'est que je n'ai pas la moindre media query, je n'ai pas le moindre container query. Le composant ici est capable de s'adapter dans un format horizontal ou vertical en fonction de la place du parent. Donc en fonction de la place en fait qu'on peut lui attribuer dans l'écran. Donc de base, j'ai suffisamment de place. Au bout d'un moment, la partie de gauche va devenir trop petite. Et puis ensuite, en fait, je passe en full responsive avec juste un layout en vertical. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de media queries, il n'y a pas de container queries, c'est juste fait avec du Flexbox et un petit peu de Clamp. Donc en fait, on a les technos dans le navigateur pour faire quelque chose de méga flexible. Mais pour moi, en fait, pour arriver là, en fait, il faut sortir de l'obsession du pixel perfect. Je suis désolée, chers amis designers, mais va falloir à un moment donné commencer à accepter la flexibilité du navigateur.
Donc l'idée c'est designer pour des outils mais décider dans le navigateur. Donc aujourd'hui mon travail en tant que designer, c'est pas de fournir des maquettes au pixel perfect, mais c'est vraiment de fournir des composants dans leur mise en page idéale et d'aller tester ces composants le plus tôt possible dans le navigateur. Et c'est mes équipes de développement qui se chargent de fournir au navigateur des guidelines CSS, que ce soit avec des media queries, des container queries, Clamp, Flexbox, tout ce que vous voulez, pour essayer de se rapprocher le plus possible du composant que j'ai designé. Mais l'implémentation finale, en fait, ça se fait dans le navigateur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour arriver à ce type de résultat, moi j'ai besoin de voir le plus tôt possible le composant dans le navigateur, et dans mon équipe, on fait beaucoup de designer peer review. Donc, encore une fois, on faisait ça en face à face à l'époque, directement, en grosso modo, se retourner 2 minutes. Estef, est-ce que t'as un peu de temps? Est-ce que je peux te montrer à quoi ça ressemble dans le navigateur? Aujourd'hui, on le fait avec du partage d'écran en Skype. On fait un peu ce qu'on peut. Mais donc, l'idée, c'est ça. C'est de se dire, OK, j'ai donné des guidelines à mes équipes de développement pour 2 tailles de composants. On va fine-tuner. On va regarder ce à quoi ça ressemble dans le navigateur. Du coup, parfois, c'est eux qui vont modifier leur code parce que peut-être que le threshold, je le trouve trop large ou trop petit. Ou parfois, en fait, on se rend compte que techniquement, on bosse quand même avec un framework qui a quelques contraintes. On peut pas faire tout ce que j'avais proposé. Et du coup, au final, c'est moi qui vais peut-être un petit peu modifier le composant, peut-être un petit peu modifier les maquettes pour être sûr que ça fonctionne correctement. Donc c'est vrai que c'est un gros travail très collaboratif. Donc pour le moment, on part du principe qu'on avait un certain contrôle sur le contenu. On sait à peu près à quoi va ressembler la taille de nos contenus. Parfois c'est pas le cas, surtout quand c'est du contenu qui va être généré par vos users. Et c'est des choses qu'il faut prévoir en tant que designer. Parfois, le contenu manquant se situe au niveau du composant. Comment votre composant va se comporter si ma recette de cuisine, il n'y a pas d'image, parce que la personne n'a pas uploadé d'image. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'affiche, je sais pas, le logo en placeholder à la place de l'image? Est-ce que dans ces cas-là, on supprime l'image, donc on supprime la partie où il devrait y avoir l'image? Donc, quelle que soit la décision de design, en fait, l'équipe de développement va devoir généralement savoir en amont afin d'anticiper qu'est-ce qu'ils vont faire avec le HTML pour faire quelque chose de suffisamment flexible. Donc se dire, mais si j'ai du contenu généré par des users, il se peut qu'à un moment donné, j'ai pas encore de contenu, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe effectivement s'il n'y a pas encore de valeur pour certains contenus? Par exemple, si ma recette de cuisine n'a pas encore de notes. On pourrait afficher la valeur 0. Mais ça donne une fausse impression de se dire, en fait, 0 égale mathématiquement 0 étoile, donc la recette peut être perçue comme pas bonne, alors qu'en fait, elle est juste pas encore notée. Donc peut-être qu'on va se dire, ok, on va faire une variante du composant de, s'il n'y a pas encore de notes, on va mettre pas de notes disponibles. Mais donc après, la question se pose de, il nous faut combien de notes pour commencer à avoir une moyenne intéressante? Parce que si vous avez quelqu'un qui est vraiment à détester la recette, qui va mettre 1, encore une fois, ça va vous créer des faux positifs. Et puis on peut se dire, en fait, on va tout simplement supprimer la partie du composant avec les notes tant qu'on n'a pas assez de notes. Donc là encore, c'est des choses, il y a de fortes chances que vos équipes de développement vous demandent, mais en fait, il se passe quoi si j'ai pas de contenu ici? Et puis ensuite, c'est la question de, ok, t'es bien sympa avec tes listes là, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu m'as designé une liste avec 5 éléments. Qu'est-ce qui se passe si j'en ai qu'un? Qu'est-ce qui se passe si la personne a rajouté 35 bookmarks? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, on a un scroll infini et du coup, la tuile va pouvoir s'étendre? Est-ce qu'on fixe la hauteur et du coup, on va peut-être avoir une scroll bar à l'intérieur? Est-ce qu'on fixe la hauteur et on va avoir une pagination? Donc là encore, ça dépend de plein de choses, mais c'est souvent des choses qu'il va falloir prévoir. Que se passe-t-il si le titre nécessite 2 lignes de plus? Parce qu'en tant que designer, on aime beaucoup faire des composants parfaits avec des titres tout petits. Il y avait une blague à l'époque du design de l'Apple Watch qui disait tous vos amis ne s'appellent pas John Doe. Pour dire vous êtes sympa avec votre design, mais un vrai nom prénom ça rentre pas en fait, ça marche que quand les noms et prénoms sont tout petits. Donc là encore, qu'est-ce qui se passe si j'ai un titre sur 2 lignes? En théorie, le titre, il passe à la ligne. Ok, ça c'est géré. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'image? Comment est-ce qu'on gère le cropping? Qu'est-ce qui se passe avec la partie droite, les métadonnées? Est-ce que je les aligne en haut? Est-ce que je les aligne au milieu? Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir à un moment donné décider avec vos équipes de développement. Donc quelques conseils pour du contenu flexible. La première chose, c'est si vous utilisez du faux contenu, du lorem ipsum, assurez-vous que la structure au moins soit proche du vrai contenu. Sinon, vous allez avoir quelques petits soucis quand vous allez avoir du vrai contenu qui va complètement déborder. Demandez les limites des champs dans la base de données, demandez la longueur minimum, maximale, mais aussi demandez la taille moyenne du contenu. Ça sert à rien de designer quelque chose pour 1000 caractères si 90% de votre base de données a 400 caractères. Du coup, il vaut mieux designer pour les 400 caractères et prévoir un mécanisme au cas où il y en a plus. Pour les équipes de développement, s'il y a quelque chose qui manque, demandez à votre équipe de design.
Et surtout pour les traductions, essayez de savoir dès le départ si vous allez avoir besoin d'autres langues, lesquelles, quel est le ratio de traduction, pour être sûr de ne pas complètement exploser une partie de l'interface au moment où vous allez changer de langue. Donc au final, j'ai pas forcément besoin de designer tout ça. J'ai surtout besoin de décider ce qui va se passer et de communiquer ça à mes équipes de développement. Donc c'est vrai que nous, on a énormément de composants où c'est une carte, donc on appelle ça des tiles, donc des tuiles dans laquelle on a un type de contenu. C'est du contenu business, donc souvent c'est des tableaux, des graphes, des trucs business côté investissement. Et donc en fait au final je vais pas m'amuser à redesigner à chaque fois tous les états de chargement, d'états vides, d'erreurs. En fait j'ai un truc générique dans mon style guide, et ensuite dans les tickets Jira en fait on va détailler. Alors si cette tuile est vide, le contenu vide c'est there are no element titles, genre there are no operations to display, there are no contracts to display. Donc en fait on a même mis en place une checklist pour être sûr que quand on écrit nos tickets Jira, en fait on n'oublie pas ces différents états. Donc on n'oublie pas de mettre dans le ticket Jira quel est le texte si jamais il n'y a pas de données dans ce composant, ce genre de choses. La dernière chose auquel on peut penser, c'est penser à l'interactivité et à l'adaptation des usages en fait, de comment est-ce qu'on va pouvoir adapter un composant en fonction de comment les personnes vont pouvoir l'utiliser, comment ce composant va s'adapter dans différents états et dans différents contextes. Donc souvent la première adaptation à laquelle on pense, c'est de se dire sur tous les composants interactifs, par exemple les formulaires, je vais avoir plein d'états. Défaut, survol, focus, est-ce que j'ai un placeholder, si le champ est désactivé, qu'est-ce qui se passe si j'ai des infos, des erreurs, des warnings. Donc tout ça, c'est souvent des choses auxquelles on pense assez souvent dans les design systems. Les choses auxquelles on a tendance à un peu moins penser, c'est tout ce qui est la navigation clavier et autres dispositifs de navigation. Donc quand quelqu'un va naviguer au touch par exemple, sur un écran tactile, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est particulièrement important, d'une pour l'accessibilité, mais aussi parce qu'en fait, je travaille dans des univers très B2B où les gens ont l'habitude de faire beaucoup de choses au clavier parce qu'ils ont l'habitude de remplir beaucoup de données en fait. Et que c'est beaucoup plus rapide de faire tap pour remplir un formulaire que de devoir prendre la souris et de passer au champ suivant. Donc c'est vrai, c'est le genre de choses que, au final, en fait, moi, en tant que designer, faut que j'y pense et faut que je le documente dans mon design system. Après, c'est de la collaboration avec les équipes de développement parce que l'implémentation, c'est pas toujours facile. Ici, c'est une implémentation d'une drop-down, ça va encore, pour le clavier, sur tous les éléments qu'on a avec du drag and drop pour pouvoir réordonner par exemple des composants sur une page, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc là, la documentation, c'est vraiment un effort commun entre designers et développeurs. Donc, une grosse partie de nos outils, hélas, aujourd'hui, fournissent encore des images statiques de ce à quoi le produit ressemblera. Donc ça va un peu mieux, on commence à avoir des composants un peu plus interactifs, mais ça reste quand même très limité. Donc pour m'aider à communiquer l'interactivité, en fait, je me suis rendu compte que ceux qui pour moi sont des livrables UX peuvent aussi être super intéressants pour mes équipes de développement pour aider à comprendre les parcours et comment les gens vont passer d'une page à une autre ou comment les gens vont tout simplement utiliser un composant. Donc en haut à gauche, on a un task flow qui est une explication sous forme de schéma de comment la navigation, comment la recherche va fonctionner. Donc on a 3 grosses pages et ensuite on a plein d'interactions avec des drop-downs, des filtres, ce genre de choses. Donc ça en fait ça aide pas mal les équipes de développement. Ça aide aussi beaucoup mon testeur parce que mon testeur il fonctionne avec des cas. Si oui, je clique là, sinon j'arrive là. Donc c'est clairement le genre de document qui leur parle en fait. Donc je me suis rendu compte que plutôt que de garder ce genre de documentation pour moi juste dans la documentation UX, autant le mettre sur Jira quand on va créer le composant parce que ça aide énormément. Pareil pour les screenflows où c'est grosso modo le parcours utilisateur avec tous les petits écrans et des petites flèches vers les différents écrans. Encore une fois, ça aide pas mal à comprendre comment est-ce qu'on parle d'un écran à un autre et à construire ces écrans. Et puis je suis une grosse adepte du show don't tell, donc c'est vrai que je fais beaucoup de prototypes interactifs, en particulier pour les tests utilisateurs. Donc ici à droite un prototype cliquable pour une application mobile, et je me suis rendu compte que ce genre de prototype c'est encore une fois méga utile pour les équipes de développement, parce que ça leur aide à comprendre les interactions, ça aide aussi à comprendre les animations entre les différents écrans. Donc au final c'est des choses qui de base sont des livrables, voire carrément des outils UX, que je vais joindre en fait à mes tickets Jira parce que c'est de la documentation qui va pas mal m'aider. Ensuite, je vous ai dit avant qu'on identifie les variations. On peut avoir des composants qui ont des variations en fonction d'action de la personne, je clique, je touch, tout ça. Je peux avoir des composants qui ont des variations en fonction de l'état du système. Donc c'est pas la personne qui va faire une interaction, c'est le système. Par exemple, si on pense à de plus en plus d'applications, mais aussi de sites web, qui proposent la synchronisation en ligne en tâche de fond. À un moment donné, si j'ai des éléments, j'ai leur état idéal,
tout va bien, mais j'ai peut-être besoin d'un état perte de synchronisation, ce qui est mon deuxième exemple ici. J'ai peut-être besoin ensuite d'un état synchronisation en cours, si jamais l'appareil retrouve le réseau. Et puis j'ai besoin d'un état synchronisation réussi. Et puis, combien de temps on laisse passer entre l'état synchronisation réussi à l'état de retour au stade initial qui est tout va bien. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles je vais devoir penser en termes de variation du composant. En termes de variation, je peux aussi avoir des variations en fonction du parcours. Par exemple, ça c'est une application pour poser une voiture au garage. Donc j'ai changé la charte graphique parce que je vais pas avoir donné le nom du client. Mais grosso modo, l'idée c'est que on a plein de petits composants et en fonction de si la personne a fait l'action ou pas, on va avoir des petites variations dans ces composants-là. Pareil pour les applications de suivi e-commerce Amazon. Vous avez une partie suivi colis avec des composants qui vont évoluer, changer un tout petit peu de forme en fonction de l'état d'avancement de votre colis. Et puis ensuite, en termes d'adaptation des composants, aujourd'hui, on a des appareils qui proposent presque tous des dark modes, donc des modes sombres et clairs. Donc, en fonction de ça, on pourrait très bien adapter son site web. Donc, généralement, on essaie de laisser la personne choisir. Donc, Firefox fait ça très bien. Vous pouvez dire, je veux suivre le thème de l'appareil, ou je veux forcer le mode light ou dark. Mais donc, dans tous les cas, en fait, aujourd'hui, si j'ai tous mes composants en light, que je veux faire un dark mode, c'est un très très gros travail et c'est pas juste changer les couleurs ou les inverser. Il y a vraiment un gros travail à faire surtout sur les dark modes, sur les contrastes, ce genre de choses. Donc c'est des choses à laquelle où il faut penser. C'est pas juste se dire ok, ça serait cool d'avoir un thème dark pour notre interface. En fonction de la complexité de l'interface, ça peut devenir assez vite un casse-tête. Et puis après, on peut imaginer des composants qui s'adaptent automatiquement à l'environnement. Si on pense par exemple à une application GPS, donc Waze, mais je crois que Google Maps le fait aussi, elle est capable de détecter si la personne est dans un tunnel avec deux choses. Le GPS, mais parfois on perd le GPS dans le tunnel, si le tunnel est un peu long, et surtout la luminosité dans l'habitacle. Donc avec ces deux données, qui sont des données récupérées via les capteurs de l'appareil, on peut se dire, ah, la personne est dans un tunnel, il fait sombre, donc je vais peut-être changer l'interface pour le mode sombre, parce que c'est plus agréable de conduire, je crois, j'ai pas le permis, avec un GPS en mode sombre quand on est dans un tunnel. La seule chose à laquelle je vous encourage à porter attention si vous faites ce genre d'adaptation, c'est soyez sûr que les gens puissent les désactiver si jamais ça leur plaît pas. Donc ça, c'est un exemple d'un screenshot du forum de Google où quelqu'un explique que le GPS passe automatiquement en mode piéton quand il se rapproche de la destination. Le problème, c'est que cette personne est un livreur et que ça lui fait perdre un max de temps sur ses livraisons, le fait que le GPS change tout seul, décide de changer de voiture à piéton. Donc il demande grosso modo un moyen de désactiver. Donc c'est bien sympa les trucs automatiques, mais à un moment donné ça marchera peut-être pas forcément pour tout le monde, donc si vous faites des choses automatiques, faites en sorte quand même que la personne ait la main et qu'elle puisse désactiver ce genre de trucs. Donc encore une fois, pour créer ce type de composants qui s'adaptent aux expériences, qui s'adaptent au parcours utilisateur, il n'y a pas forcément de recette magique, c'est vraiment faire de la recherche, comprendre les besoins. Donc, en résumé, pour construire des composants pour un design système évolutif, les bases, partir du modèle de contenu. C'est vraiment beaucoup plus simple de vraiment comprendre les types de contenus pour ensuite faire quelque chose de flexible, identifier des variations, des similarités pour pouvoir les réutiliser. Ensuite, c'est anticiper la flexibilité des contenus, les états de chargement, qu'est-ce qui se passe s'il manque un bout, qu'est-ce qui se passe si j'ai beaucoup de contenu, qu'est-ce qui se passe si j'ai beaucoup de composants, ce genre de choses. Anticiper les différentes interactions avec le composant, qu'elles soient humaines ou machines, utiliser de la recherche utilisateur pour guider vos décisions de design. Et surtout, enfin, c'est un processus collaboratif entre les équipes de design, les équipes de développement. Nous, on collabore aussi avec les business analysts côté business parce qu'on a des process business très complexes et avec le testeur qui nous aide aussi beaucoup quand on a des soucis dans les parcours. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre en général sur Twitter, sur LinkedIn. Et on se retrouve pour une petite session de Q&A.